Bon, très bien, on va commencer. J'espère que vous m'entendez. Donc, je suis Bruno Loriot, le président de l'IUHCA. Mais enfin, il paraît que ça s'affiche au fur et à mesure. Mais je ne vais pas passer mon temps à retourner. Alors, malheureusement, ce n'est donc pas celui qui était prévu sur l'affiche qui vous parle. Madame la conseillère régionale représentant le président de la région Centre-Val de Loire, Madame la vice-présidente de Tours Métropole Val de Loire, Monsieur le maire de Tours, Madame la vice-présidente représentant le président de l'Université de Tours, Monsieur le président de la 17e édition des rencontres François Rabelais, chers intervenants et intervenantes, chers auditeurs et auditrices, c'est avec une grande joie que j'ouvre cette 17e édition des rencontres François Rabelais. 17 ans, c'est presque la majorité. Nous avons réussi à maintenir cet événement important pour le monde de l'alimentation, de la cuisine et de la gastronomie. L'édition 2020, qui s'appelait « Une gastronomie pour tous », s'est finalement tenue en ligne au début de cette année. Nous revenons heureusement à la formule classique et je suis heureux qu'un public nombreux ait répondu à l'appel. L'édition 2021 est consacrée aux fruits et légumes, les nouveaux rois de la cuisine. Derrière ce titre clin d'œil, assorti comme de coutume d'un point d'interrogation, il y a en fait, chacun de pressant, beaucoup de choses. Non seulement une cuisine qui, à tous les niveaux, recourt de plus en plus aux produits des champs, des jardins et des vergers, mais aussi les circuits courts de production qui les acheminent dans nos assiettes, les enjeux nutritionnels et diététiques que représente leur consommation, la possibilité de les intégrer à un régime végétarien, vegan ou même flexitarien. Vaste programme de réflexion et de discussion qui se déroulera comme d'habitude entre cette salle et d'autres lieux où des tables rondes réuniront professionnels de bouche, journalistes, influenceurs, comme on dit aujourd'hui, universitaires et enseignants des lycées de l'hôtellerie et de la restauration. C'est un grand plaisir pour moi de remercier les multiples partenaires qui ont rendu cet événement possible. D'abord, la région Centre-Val de Loire et l'Université de Tours, qui, depuis la fondation de l'IUHCA, il y a 20 ans, nous accordent un soutien sans faille, en accompagnant par exemple notre MU en réseau thématique de recherche et en étant très attentif à ce que notre mission fondamentale de diffusion de la culture scientifique s'élargisse le plus possible au public éloigné. Les rencontres François Rabelais sont l'un des points d'orgue de ce qu'on pourrait appeler une université ouverte des sciences gastronomiques que nous construisons ensemble pas à pas. La ville de Tours nous accueille dans l'écrin de la Villa Rabelais, une maison des cultures gastronomiques qui est l'un des piliers fondamentaux de la cité de la gastronomie de Tours. La métropole Tours-Val-de-Loire soutient l'événement que sont les rencontres François Rabelais avec constance. Et c'est le cas aussi de la Direction régionale des affaires culturelles, du ministère de l'Éducation, pour des rencontres qui sont inscrites au plan national de formation. Le lycée Baillet, la Cité des formations, le lycée Clouet, les apprentis boulangers compagnons du devoir nous font le plaisir d'organiser le déjeuner de ce midi et les pauses café. L'Institut de Touraine a mis cette année de nombreuses salles à notre disposition ou à la disposition des rencontres François Rabelais pour nos débats. Bien entendu, pour organiser cette 17e édition, et d'ailleurs les 16 qui la précédait, le président de l'IUHCA, que je suis, a la chance d'être entouré d'une équipe dévouée et performante, sous la houlette de Francis Chevrier, le directeur de l'IUHCA, et de Kilian Stingel, le maître d'œuvre de l'événement. Enfin, je tiens tout particulièrement à remercier le conseil scientifique des rencontres qui nous a beaucoup aidés dans le choix des thèmes et les contacts avec les intervenants. Et le président, devrais-je dire le parrain, de cette 17e édition, donc Éric Roy, maraîcher à Saint-Genouf et membre du Collège culinaire de France. Un dernier mot pour vous dire que toutes les précédentes tables rondes des rencontres sont disponibles en vidéo et podcast depuis
leur origine, enfin depuis cette année, sur le site de l'IEHCA. Il me reste donc à introduire les élus qui nous feront l'honneur de prendre successivement la parole. Donc, je commence par Marion Amalric, qui est donc vice-présidente de l'Université de Tours. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Marion Amalric, je suis la vice-présidente à la culture et à la vie de campus de cette université. Et je représente aujourd'hui également Arnaud Giacometti, le président de l'université, ainsi que tous les collègues de l'université de Tours. Je serai très brève, deux petits mots peut-être à vous dire, ou trois. Tout d'abord, vous dire la grande satisfaction qu'a l'université de Tours à vous accueillir dans cette salle Télème, dont vous aurez sans doute remarqué qu'elle s'est refait une beauté. Hein, le confinement et la privation de culture de ces 2 dernières années aura eu ceci de favorable qu'elle nous aura laissé le temps en fait, de refaire cette salle entièrement. Donc j'espère que vous profiterez et que vous apprécierez la qualité de la salle renouvelée et en particulier quand même l'assise des fauteuils que je trouve assez appréciable quand on passe 2 journées comme ça intensives comme vous allez les avoir. Un autre mot aussi concernant la politique de l'université vis-à-vis de cette notion de la culture scientifique et technique qui finalement est aujourd'hui un des chapeaux de ces journées, de ces rencontres François Rabelais. La question de la culture scientifique et technique et de ce qui est dorénavant appelé les sciences avec et pour la société dans le jargon ministériel est une question qui tient énormément à cœur à notre équipe présidentielle et c'est pour cela que nous allons nous atteler dans les années de mandat qu'il nous reste à construire au sein de l'université de Tours en particulier, un pôle concernant les sciences avec et pour la société, afin d'encourager nos collègues enseignants et chercheurs à développer des recherches et à développer finalement cette sensibilité à la transmission, à la diffusion du savoir et des connaissances dont vous allez largement bénéficier aujourd'hui et dont vous êtes le parfait exemple, je dirais. Une deuxième chose qui me tient à cœur et qui me semble important de souligner aujourd'hui vis-à-vis de ces rencontres François Rabelais et en particulier de cette tonalité fruits et légumes qui est la vôtre aujourd'hui, c'est un souci particulier pour nos étudiants au sein de l'université de Tours. Comme vous le savez, la crise a largement montré la précarité et la difficulté dans laquelle sont une grande partie des étudiants de France et de l'université de Tours en particulier. Et l'alimentation est un des enjeux fondamentaux de réponse finalement à cette précarité et à cette précarité sociale et alimentaire de nos étudiants. Pendant la crise, de grandes tables ont proposé la distribution de repas gratuits élaborés par des grands chefs et qui ont été effectivement mis à disposition des étudiants sur nos sites. Hein. Je crois que c'est plus de 600 repas qui ont été distribués. L'autre action que nous menons et qui rejoint cette question des fruits et légumes, c'est d'encourager et de subventionner avec les fonds de l'université, en particulier les fonds de CEVEC, de contribution à la vie étudiante et de campus, de subventionner l'acquisition de paniers et de paniers de fruits et légumes bio si possible auprès de nos étudiants. Donc c'est une action que nous souhaitons développer et qui a toute, je dirais,
toute vocation à prendre de l'ampleur, à peut-être venir aussi se transformer autour d'ateliers de pratiques aussi culinaires, parce qu'on a une population étudiante qui est une population qui a à la fois peu de moyens parfois, mais aussi assez peu de temps, parce qu'ils sont très pris par leurs études, ils n'ont pas forcément non plus de grande cuisine où cuisiner, et donc l'organisation d'ateliers de cuisine est prévue au sein de l'université, et je pense que le partenariat à ce titre avec l'IEHCA et sachant la Villa Rabelais toute proche de nos locaux, eh bien, je pense que le partenariat est tout trouvé, et donc nous espérons faire honneur aux fruits et légumes aussi dans les assiettes de nos étudiants. Donc c'était ces deux petits mots que je voulais vous dire aujourd'hui. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir rester avec vous, mais je vous souhaite de très belles rencontres, de très belles tables rondes, un très bon appétit aussi, si j'ai bien compris. Et je vous souhaite donc une bonne journée en vous remerciant. En fait, je m'étais trompé. Hein. J'aurais dû donner la parole tout de suite à notre parrain. Donc, excuse-moi. Je vous en prie. Bonjour à tous et à tous. Alors, je ne suis toujours pas cette personne joliment représentée ici, mais je connais des barbus tatoués dans le maraîchage, j'en connais quelques-uns. Lorsque Kylian m'a sollicité pour parrainer cette nouvelle édition des Rencontres François Rabelais, je veux vous dire que c'est tout d'abord avec un peu de surprise que j'ai accueilli sa demande, parce que quand on connaît les illustres parrains, présidents des éditions précédentes, qui sont bien plus connus que moi et qui ont fait bien plus que moi pour la gastronomie française, on se dit alors, mais pourquoi est-ce qu'il est venu chercher un petit maraîcher d'1,63 m qui en plus fait pousser que des mini-légumes? On a le droit de se poser la question. Mais en fait, j'ai dit oui tout de suite. J'ai dit oui, alors j'ai dit oui pas seulement pour moi, hein, j'ai dit oui aussi pour toutes ces femmes et tous ces hommes qui sont artisans de la terre, artisans du goût, qui travaillent dans l'ombre, hein, bien souvent, et qui contribuent à enrichir notre patrimoine gastronomique. Alors oui, je l'ai fait aussi pour eux. Bon, et puis pour être très franc, c'est pas un très très gros travail que de parrainer cette édition, quoique on a quand même bien préparé cette édition avec d'éminents spécialistes de l'alimentation que vous retrouverez tout au long de ces 2 jours. Et en fait, lors de ces réunions préparatoires, lors de ces échanges, ça m'a conforté dans l'idée que le légume était tout à fait légitime dans nos assiettes, et de plus en plus. Il est légitime parce que, on le sait tous, il est garant d'une meilleure santé, et tout au long de notre vie, hein, ça va de la maternelle en passant par la vie étudiante, comme vous l'avez relevé à l'instant, jusqu'à nos maisons de retraite. Et on peut dire aussi qu'il est légitime parce qu'un légume, ça peut éveiller les sens, et en fait, s'y intéresser, ça reconnecte au vivant. Pas besoin d'aller forcément dans un restaurant étoilé pour s'en apercevoir, hein, il suffit de faire son marché et de rencontrer, si possible, les producteurs avec l'histoire qui est derrière pour nous apporter beaucoup de satisfaction. Mais c'est vrai qu'ensuite, vous l'avez relevé aussi précédemment, l'ingrédient qu'il nous faut nécessairement, c'est un petit peu de temps, ce temps qui nous file entre les doigts, mais c'est l'élément nécessaire pour arriver à faire simplement un plat de qualité et bien s'alimenter. C'est le temps aussi qu'il nous faut à nous, producteurs, pour élever, produire un légume au gré des saisons et au gré de la météo. Et finalement, à la vitesse où vont les choses tout autour de nous, cette espèce de lenteur nécessaire, ce temps à prendre, je le trouve réconfortant, et je le retrouve réconfortant parce qu'il nous reconnecte au vivant, et en plus, semer pour récolter, ça a toujours fait partie de notre histoire, et surtout ici en Touraine. Alors, donc je suis ici avec vous pour ces 2 journées, pour échanger, pour constater, pour réfléchir à ce qui nous entoure dans nos assiettes, et ce en dehors de toute idéologie ou idée partisane, parce que
je considère qu'il ne faut pas seulement dire ou dénoncer certaines choses, mais il faut faire. Hein. Il faut faire. Il y a juste à voir, par exemple, les chiffres de l'obésité en France qui progressent trop rapidement ou d'autres pathologies qui sont liées à notre mauvaise alimentation, pour simplement trouver les moyens d'intégrer plus de végétal dans notre assiette. Et là, par contre, je trouve que le temps presse. Alors, je ne sais pas, mais pour illustrer ma pensée du moment, je voudrais vous faire réfléchir 30 secondes sur une petite chose. Est-ce qu'on peut imaginer un monde où le micro-ondes n'existerait pas? Imaginez un monde où réchauffer en quelques minutes un plat préparé qui souvent est trop gras, trop salé, trop sucré ou avec trop d'additifs, eh bien ce ne serait pas possible. Est-ce qu'on peut imaginer se réapproprier notre alimentation? Moi, je le fais régulièrement, autant que possible. Je suis un peu addict aux légumes, mais tout le monde ne peut pas le faire, j'en conviens. Alors que se passerait-il? Bien, j'imagine qu'immanquablement, on passerait moins de temps sur nos écrans, peut-être nos jeunes générations également. On rythmerait différemment nos journées, nos soirées, ça c'est certain, et notre santé en serait certainement meilleure, ça c'est indéniable. Mais je voulais aussi vous passer ce message, c'est que derrière une alimentation où on aurait plus de légumes, eh bien en fait c'est tout un tas d'entreprises qui sont derrière, qu'il ne faut pas oublier, et tout un tas de savoir-faire, de la valeur ajoutée qui est non délocalisable d'ailleurs, et bien souvent, de plus en plus, des pratiques agricoles qui sont de plus en plus saines. Tous les circuits courts sont là pour nous le prouver, et moi-même, je suis passé par là, puisque je suis en agriculture biologique depuis maintenant quelques années. Donc, effectivement, il y a peut-être un petit peu de naïveté dans mon propos, mais en tout cas, je peux vous assurer que le maraîcher qui se tient devant vous aujourd'hui croit dur comme fer. Voilà. Mais je vous remercie, je vous souhaite d'excellentes rencontres, François Rabelais. C'est Emmanuel Denis, maire de Tours. Je ne fais pas tellement plus d'1m63, donc je vais baisser un peu le... Bonjour à toutes et à tous. Que ça tienne. Chers présidents au pluriel, mesdames les vice-présidentes de l'université et de la métropole, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, je suis très heureux de vous accueillir ici à Tours, dans cette salle rénovée pour la 17e édition de ces rencontres Rabelais. Et j'ai envie de vous dire que ce matin, je me suis levé, ça m'a redonné le moral de me dire que j'allais venir ici vous parler quelques minutes. Il y a des matins, des fois, on a, comme disent les jeunes, je vais enlever mon masque, on a le seum. Moi, c'était plutôt le spleen, mais maintenant, il paraît qu'il faut dire seum. Et le début de semaine a été un peu dur, je ne sais pas pour vous. Moi, lundi matin, quand j'ai vu les gros titres et puis finalement le résultat de la COP 26 de Glasgow, j'étais assez déconcerté. Pourtant, on nous avait prévenu, j'ai retrouvé ces mots d'Antonio Guterres, que j'apprécie beaucoup, qui est le secrétaire général de l'ONU, qui avait prévenu. Cette COP 26, c'est la dernière chance et tout échec est synonyme d'un aller simple vers le désastre. Résultat des comptes, les responsables internationaux, les responsables nationaux nous offrent un avenir aux jeunes avec une planète à plus 2,7 degrés. Plus 2,7 degrés. Alors je pense qu'ici, il y a que des personnes qui sont extrêmement initiées, donc tout le monde sait ce que ça veut dire 2,7 degrés. Ça veut dire par exemple un climat continental en France, très chaud l'été, très froid l'hiver. Ça veut dire une partie de l'Asie qui va être sous les flots, avec les migrations de population extrêmement importantes que cela va engendrer. Enfin, tout un tas de catastrophes qui vont nous arriver. Si certains ont besoin d'avoir des détails, moi j'avais lu dès 2007 un livre d'Hervé Kempf très simple, très pédagogique, qui s'appelait « Comment les riches détruisent notre planète ».
Je vous invite à le relire, mais ce scénario-là, le scénario du pire vers lequel on va, et c'est pas faute d'avoir été prévenu, hein, parce que tout ça, on le sait depuis 1972, le rapport Meadows, enfin, la conférence de Rome. Donc on sait tout ça, et malheureusement, nos responsables politiques nous disent c'est pas très grave, on va faire plus 2,7 degrés. Donc, moi, je vous invite tous à vous saisir de cette question-là. Je pense qu'il ne faut plus attendre de nos grands responsables politiques que les choses changent, et on a besoin que les intellectuels, les scientifiques, toutes les personnes qui sont présentes ici se saisissent de cette question extrêmement importante du climat. Alors, au cœur de cette question du dérèglement climatique, bien sûr, il y a cette question de l'alimentation. Il y a cette question de l'alimentation, et aujourd'hui, donc, vous avez choisi de poser cette question, est-ce que les légumes doivent être les rois de l'assiette ? Je pense qu'effectivement, c'est une des réponses essentielles à cette question du dérèglement climatique, sur lequel il faut que l'on travaille. Et donc, voilà, j'étais heureux ce matin de venir parler avec vous de l'avenir, et j'ai beaucoup apprécié le propos d'Éric Roy, qui, je pense, a compris, qui, je pense, a compris que sur l'alimentation, on doit faire une vraie révolution, et donc aller vers plus de végétal. Alors, je ne vais pas promouvoir juste le fait d'être végétarien, je ne le suis pas moi-même, mais le fait de réduire la part carnée dans notre alimentation est complètement essentiel. Je regardais hier soir, en préparant cette intervention, quelques chiffres. La part des efforts qu'on peut faire individuellement en réduisant la part carnée dans son alimentation, elle peut contribuer jusqu'à 40% de réduction d'émissions de gaz à effet de serre individuelles. Donc c'est une part que l'on peut jouer, nous, individuellement, extrêmement forte. Et au global, c'est plus de 10% de réduction des gaz à effet de serre si demain, on se met tous à manger végétarien. Donc l'impact est énormissime. Ça veut dire qu'il faut aller vers ça. Ça veut dire que nous avons une responsabilité collective d'aller vers ce plus de végétal. Donc la question, la thématique des rencontres Rabelais cette année, forcément, elle fait écho à tout ça. Et je pense que c'est un vrai sujet important qu'il faut développer. Alors la ville de Tours essaye de faire son travail, essaye de faire sa partie de cette révolution sur l'alimentation. Nous avons en effet un programme assez fort autour d'une délégation alimentation que nous avons créée au sein des élus de la ville de Tours. C'est la première fois qu'il y a une délégation alimentation à la ville de Tours, donc c'est quelque chose à signaler. Ça veut dire que pour nous, c'est une politique extrêmement forte. Nous allons développer et initier une alternative végétarienne tous les jours dans les cantines de la ville. Et ça, c'est pas rien, puisque c'est 9000 repas qui sont servis chaque jour. Et donc, chaque jour, on proposera aux enfants une alternative végétarienne. Et ça commencera dès la fin de cette année. Et puis ensuite, avec la construction d'une nouvelle cuisine centrale qui sera conjointe à une légumerie, ça nous permettra d'avoir de plus en plus accès à une production locale et donc d'étendre cette alternative végétarienne à l'ensemble des écoles de la ville de Tours. Donc un effort particulier, bien sûr, de la ville de Tours sur ces sujets-là, avec aussi, et tu en as parlé, un travail sur la cité de la gastronomie et cette volonté d'avoir cette connotation végétale sur cette cité de la gastronomie qui va s'illustrer bientôt avec l'ouverture d'un jardin aromatique à l'arrière de la villa Rabelais. Donc un beau jardin qu'on va pouvoir inaugurer dans quelques temps. Voilà, toute cette politique sur l'alimentation, toute cette politique qui a pour objet de faire cette révolution alimentaire est portée par une remarquable élue de la ville de Tours, l'adjointe à l'alimentation, qui est en face de moi et que je voudrais saluer ici pour son travail. Donc je remercie Alice Vanneroy pour son travail sur l'alimentation à la ville de Tours. On peut l'applaudir d'ailleurs parce que c'est toujours bien d'avoir quelques encouragements. Notre travail n'est pas toujours facile, donc je vous remercie pour ces encouragements. Voilà, donc je pense que
vous allez vous saisir d'un sujet important. Je pense que les thématiques de vos tables rondes sont les bonnes. Peut-être j'aurais ajouté, moi, justement, dans ce spectre d'évolution climatique, la question des légumes de demain. Quelles sont les espèces qui, demain, pourront résister, finalement, à ce changement climatique, puisqu'on va passer d'un climat océanique à un climat continental. Et je pense que ce sujet-là, alors je suppose que Philippe Desbrosses, j'ai vu qu'il était présent, posera ces questions-là parce qu'il a bien en tête cette évolution du climat qui va nous devoir faire en sorte qu'on se pose vraiment des questions et qu'on trouve des espèces qui soient résilientes et qui puissent survivre à des températures très basses et puis des températures très hautes à la fois. Ça va être un vrai challenge pour nous à l'avenir. Voilà, je m'arrête là et donc je vous souhaite de très très belles rencontres Rabelais 2021 et je vous remercie. Hop là, on va faire un petit... Bon, il ne veut pas, c'est pas grave. Mesdames et messieurs, bonjour. Enchantée de faire partie de cette ouverture de ces 17e rencontres des journées et de l'alimentation, puisqu'on parle d'alimentation et effectivement de production. Merci beaucoup d'avoir choisi Monsieur Roy pour parrainer ces 17e journées. C'est un vrai plaisir sensoriel qu'il vous offre, parce que tout commence par la terre. Et ça, c'est ce qui prime. Et au niveau du tourisme, on ne peut pas expliquer l'histoire de l'homme sans passer par l'histoire de la terre. L'histoire des terroirs qui fabriquent, qui caractérisent nos produits. Donc merci beaucoup, parce que c'est le travail des producteurs que l'on met en exergue au travers de nos assiettes, qui valorise notre territoire et qui rend attrayant ce territoire sur le plan gustatif. Les sens, ce sont les mains, le toucher de la terre, le toucher du produit. C'est aussi l'odorat. Sentir chaque végétaux, chaque plante, chaque arôme délivre un plaisir. Et le tourisme, il doit s'appuyer sur ce plaisir. Ce n'est pas que le plaisir de voir, c'est aussi le plaisir de toucher, c'est le plaisir de goûter, c'est le plaisir de sentir. C'est dans nos assiettes et ça participe à la valorisation de Tours Métropole. Le tourisme, c'est aussi la mobilité. Et comment la mobilité peut-elle appuyer, enrichir toute l'activité productrice de notre territoire? Eh bien, les véloroutes, et les véloroutes touristiques notamment, peuvent participer à cette valorisation. Nous avons des véloroutes qui se déploient, notamment dans la Varenne de Tours. On dira plutôt la Varenne entre Loire et Cher, toutes les terres entre La Riche et Villandry sont des varennes propices à la culture maraîchère, mais nous avons aussi des terrains propices aux cultures arboricoles. Nous avons également des terrains propices aux cultures viticoles. Tout cela, bien évidemment, vient compléter un système qui s'enrichit aussi de l'élevage. Alors, l'un n'est pas forcément contre l'autre, l'un peut être complément de l'autre, avec les apports qui peuvent être très équilibrés, avec des productions qui, elles aussi, peuvent être plus équilibrées. Tours Métropole, c'est aussi un caractère de formation qu'il cherche à développer. Et au travers de la Cité de la gastronomie, c'est valoriser toutes les formations liées à la gastronomie, mais liées aussi
également à l'agriculture, à l'arboriculture, à la viticulture et au maraîchage. Tours Métropole, c'est aussi une aide à la valorisation de toutes ces activités qui allient autant l'histoire que la production. Et au travers du tourisme, c'est l'Office de tourisme qui est chargé de mettre en place toutes les connexions commerciales pour porter auprès des visiteurs extérieurs ces atouts. Alors oui, nous avons des beaux producteurs. Oui, il faut les faire découvrir au travers de nos véloroutes qui circulent dans différents territoires. Oui, nous avons de beaux savoir-faire. Alors, il nous faut les valoriser pour savourer la Touraine. Oui, nous avons de belles compétences en ce qui concerne la recherche qui permettent effectivement de rallier les producteurs, les consommateurs, les chercheurs agroalimentaires, les chercheurs aussi sur l'histoire de notre alimentation et de sortir de tout cela des éléments importants pour voir comment demain on peut être acteur de notre alimentation, acteur pour valoriser nos territoires, mais surtout pour les faire grandir et les faire grandir pour du bon et du bien pour l'homme. Voilà. L'Office de tourisme, effectivement, promeut nombre d'activités où la culture et le territoire sont rassemblés. Les 7 vins, 7 jardins sont l'un des exemples qui se mettent en place depuis de nombreuses années sur la ville de Tours. Mais nous avons aussi la valorisation de marchés locaux aux entrées de la métropole sur Rochecorbon, Luynes, Villandry et d'autres qui vont se mettre en place et qui visent à promouvoir les producteurs locaux. Oui, il faut que nos portes d'entrée sur la métropole soient aussi des vecteurs pour porter ces valeurs importantes pour nous, qui sont le bien manger, les beaux produits et le bon terroir. Mais Tours Métropole n'est pas tout seul. En Val-de-Loire, dans ce beau jardin de la France, il y a la Touraine. On grandit notre espace. On ne se réduit pas à Tours-Val-de-Loire. La Touraine, c'est le Richelet, les asperges, c'est la truffe, c'est le safran, c'est le Lochois, avec ses moutons, avec ses brebis, avec ses fromages, c'est le Sainte-Maure, c'est aussi le bocage nord de la Touraine. Donc, nous avons une variété de paysages qui contribuent aussi à mettre en exergue une variété de produits. Donc, effectivement, nos légumes, nos fruits, eh bien, ils sont aussi une valeur ajoutée indéniable et indispensable à notre alimentation et à la valorisation de notre territoire. Je vous souhaite en tout cas de très belles journées et merci, Monsieur Roy, d'avoir ouvert encore ces journées-là. Bonjour. Alors, j'ai l'honneur effectivement de représenter ici François Bonneau, le président de la région Centre-Val de Loire. Je suis pour ma part déléguée à l'alimentation auprès de la vice-présidente Thémanoata Girard, qui, elle, est vice-présidente donc à l'agriculture et à l'alimentation. Alors, vous voyez, rien qu'en énonçant ça, l'importance que donne justement dans ce nouveau mandat la région Centre-Val de Loire, l'équipe en place, à l'alimentation en particulier et directement, bien sûr, en lien avec l'agriculture. Alors, on soutient, bien sûr, merci beaucoup, en tout cas, de cet accueil. Je suis même un peu impressionnée. La région soutient l'Université de Tours et l'IEHCA de longue date, mais elle soutient à travers eux toutes les initiatives qui rapprochent le public des travaux universitaires. Les ateliers, en effet, reflètent
cet esprit avec à chaque fois un universitaire présent à table, qui, il faut l'espérer, fera bonne chère. Alors voilà, l'esprit qui anime ces ateliers est celui de l'ouverture, pas de vérité absolue, encore moins d'injonction, mais plutôt des questions qui résonnent de façon intime en nous. Chacun peut retrouver dans la question de la diversification alimentaire chez les enfants de l'atelier 1, qui peut se résumer par pourquoi ils n'aiment pas les légumes. Et ça, on se pose souvent la question, et comment on va faire? Ou l'esthétisation des légumes de l'atelier 3 qui nous renvoie à la question de la mocheté des aliments qui n'est pas anodine en ce qui concerne le gaspillage, que ce soit au moment de la production jusqu'à la consommation. Bref, derrière chacun de ces ateliers, il y a un fil peut-être alimentaire entre notre quotidien et les grands enjeux qui traversent notre époque. Il y a un atelier, l'atelier numéro 4, qui me touchait un peu plus particulièrement. J'ai beaucoup pensé voilà, à ma maman. En ce qui concerne les modes de conservation, quand elle raconte que en fait, le matin au petit déjeuner, c'était des harengs fumés que l'on avait. Hein, voilà, et ça dans toutes les campagnes. Donc, pourtant on dit il n'y a pas la mer ici, mais alors moi je suis d'Eure-et-Loire, non il n'y a pas la mer, mais le hareng était consommé sur tout le territoire. Et la même chose quand elle est arrivée à la retraite, et là c'est un autre atelier sur les plantes sauvages, elle dit bon, je vais aller chercher des plantes dans les champs. Alors moi je connaissais les pissenlits, évidemment, j'adore ça. Et là, elle a ramené plein d'autres plantes. Je lui dis, mais je t'ai jamais vu faire ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Mais je pense qu'elle avait à nouveau un peu de cerveau disponible. Et sans doute, est-ce ce qui nous est arrivé pendant le confinement. Et elle s'est souvenue de tout ce que, là, devant, dans les champs, de toute la richesse culinaire qui existait là, dans ces champs qui étaient devant nous. Bon, voilà, ça c'était pour la partie un peu plus intime, mais qui résonne beaucoup parce que c'est aussi pendant le confinement que tout d'un coup, on a mis un focal sur l'alimentation, mais qui était folle. On en avait même un peu marre à la fin d'entendre tout le monde parler que de ce que je vais préparer, mais je pense qu'il s'est passé quelque chose, il y a eu un déclic à ce moment-là. Donc maintenant, la balle est dans notre camp. Je vais me joindre à ce que disait Emmanuel Denis. La balle est dans le camp des politiques. Alors bon, Glasgow, ça a été dit, il ne va pas falloir beaucoup compter dessus, il va falloir compter sur nous, sur nos engagements. Donc oui, la région Centre s'engage déjà depuis quelques mandats sur ces questions-là, avec une stratégie de développement de la filière bio. Nous avons, alors ça c'est ce qui sera présenté au mois de décembre, une stratégie sur le développement aussi de l'alimentation, pour une alimentation plus saine dans nos lycées, dans notre restauration collective. À l'échelle de tous les lycées, ça fait déjà quelques repas. Donc voilà. Et alors je ne vais pas vous faire tous les engagements, c'est énormément d'engagements qui sont pris en la matière aujourd'hui par la région Centre-Val de Loire, et ce, y compris en lien avec les territoires, bien sûr, via ces contractualisations. Alors depuis 17 ans, ces rencontres suivent, révèlent et annoncent des tendances. La crise, comme je le disais, a chambouler nos habitudes pour combler notre besoin de sécurité. Parfois, nous faire évoluer vers des pratiques plus vertueuses et qui contribuent à la hausse de l'exigence qualitative des Français en matière de fruits et légumes constatée ces dernières années. Nous consommons moins de pain ou un autre pain, moins de vin ou un autre vin, moins de viande ou une autre viande que les générations précédentes. J'entendais sur France Inter, on a quand même multiplié par 4 en même pas un siècle notre consommation de viande. Donc c'est-à-dire, en fait, la personne qui parlait de ça, pour ceux qui l'ont entendu, elle parlait de la chasse. C'est que la chasse, le sens de la chasse, c'est évidemment de chasser pour consommer.
et que maintenant, on va bien au-delà de ça, et on est passé aussi, pour la viande, à ce qu'on appelle des élevages intensifs. Il faut les nourrir, évidemment, ces bêtes-là, il faut les élever. Et pour les élever, il faut, y compris de la terre agricole, que l'on ne va pas consacrer aux fruits et légumes. Voici les enjeux que l'on peut avoir là. Mais on a aussi, via ces élevages intensifs, la condition de l'animal qui est posée ici. Je ne vais pas la développer parce que ça, elle est très importante au-delà de ce qu'on peut voir et qui est porté par un certain nombre de vidéos, mais surtout, il y a à travers ça aussi la condition de l'homme qui élève, qui lui souffre. Si l'animal souffre, l'homme souffre. Là aussi, je vais vous parler de moi. Mon papa était éleveur. Il élevait des charolaises. On appelait ça des bêtes à viande. Je peux vous dire que le jour où peut-être une semaine avant que le camion pour emmener les bêtes à l'abattoir venait, une semaine avant, il ne fallait pas lui parler. Il était d'une humeur exécrable. Évidemment, on n'élève pas. Si on élève avec amour, ses enfants, ses bêtes, eh bien, on ne les voit pas partir à l'abattoir si facilement. Donc imaginez ce que vivent aussi les éleveurs intensifs, avec un travail énorme, avec des burn-out qui ne cessent, avec des suicides aussi qui sont assez importants. Et là, je ne vous parlerai pas non plus de moi, mais si, parce que là aussi, il y a des personnes, des copains, c'était des copains au collège, ils ne sont plus ici. Ils ne sont plus ici parce qu'ils se sont lancés, ils y ont cru, ils ne sont plus ici, parce qu'ils se sont laissés déborder par tout ça. Ah ben, je ne pensais pas vous parler autant de moi, mais enfin, c'est fait. Alors, il y a 2 jours, et là c'était très intéressant, le laboratoire alimentaire, le laboratoire des transitions de la région Centre-Val de Loire, qui a travaillé sur les transitions alimentaires inclusives. C'était vraiment extrêmement intéressant. Et pour rejoindre ce que disait la vice-présidente tout à l'heure à l'université, entre autres, a été abordée aussi la précarité alimentaire pour tout le monde et comment travailler là-dessus. Donc ça peut aller jusqu'à la sécurité sociale alimentaire. Et si vous avez l'occasion d'aller réécouter les échanges qui se sont dits, donc c'est porté par les ateliers Oxygène, qui est un réseau d'acteurs ici en Centre-Val de Loire. Il y avait vraiment des interventions des acteurs de France entière qui étaient extrêmement intéressants. Il faut enfin saluer, et je vais m'en arrêter là, le travail d'organisation de ces rencontres. Merci, Président Éric Roy, de vous y être consacré. Il fallait trouver les intervenants, promouvoir l'événement, l'animer. Mais derrière ce travail, il y a du sens et je l'espère, une direction vers une alimentation plus responsable qui ne signifie pas la dépréciation qualitative et gustative, bien au contraire. Votre programme en est la preuve. Je souhaite donc que ces rencontres soient savoureuses pour l'esprit, conviviales comme un bon repas et porteuses de perspectives réjouissantes. Merci.